est amusant, c'est qu'on a commencé il y a 5 ans à peu près à nous intéresser à la charte en particulier, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un déficit d'information assez important. Et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on ne sait jamais par quel bout commencer, tellement le sujet peut paraître important. À tel point qu'à l'issue des premières présentations qu'on a fait donc, il y a 5 ans, plein de clients nous ont dit « Ok, j'ai pas de charte informatique, je vais commencer par ça, et dans 1 an, éventuellement, quand j'aurai peut-être terminé cette fameuse charte, je commencerai à réfléchir à des solutions technologiques justement pour commencer à cadrer tout ça. » Le problème qu'ont eu ces clients-là, c'est qu'ils sont allés faire des chartes informatiques selon les règles de l'art. Le problème, c'est qu'au jour J où ils les ont mises en œuvre, elles étaient complètement obsolètes parce qu'ils n'avaient pas pris le temps d'évaluer quel était le comportement de leurs salariés. Et c'est justement l'objet de cette deuxième partie. On va s'intéresser à celui qui se trouve entre la chaise et l'écran, le salarié, et on verra ensemble que justement en moins de 5 ans, il y a eu, en termes de comportement, énormément de choses incroyables qui se sont passées. Par rapport à ça, je vais simplement citer Facebook, Dropbox, Le Bon Coin, ou même Auchan Drive, vous voyez, pour n'en citer que quelques-uns. Je ne parlerai pas de Game of Thrones saison 5, puisqu'il va falloir patienter jusqu'à dimanche soir ou lundi matin. Mais on voit qu'aujourd'hui, Internet est devenu totalement omniprésent, aussi bien à titre perso qu'à titre professionnel, et c'est ça qui est devenu, je crois, assez compliqué à gérer. Donc c'est l'objet de cette présentation. On va survoler quelques aspects qui ont été très très bien développés par Valérie tout à l'heure. Simplement, on va s'intéresser ici, en particulier à la mise en place justement des dispositifs de surveillance, en étant le moins technique possible. Est-ce que certains d'entre vous, quand même, sont très techniques ou pas? Est-ce qu'il y a des... Alors, si vous voulez bien, on parlera peut-être plus en détail tout à l'heure des aspects purement technologiques, parce qu'on a vraiment essayé ici de simplifier l'approche. J'ai quand même la mauvaise habitude d'utiliser des acronymes, on ne se refait pas, mais on essaiera vraiment d'être le plus générique possible. Comme l'a dit très justement tout à l'heure Valérie, l'Adopi nous a paradoxalement beaucoup aidé en mettant en avant justement ce délit de négligence. Donc je crois que plus que jamais, il faut arrêter de laisser de garder la tête dans le sable, puisqu'on a justement des accompagnements au travers notamment des prestations de SDI qui nous permettent de reprendre le contrôle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où vous obtenez la visibilité, quand vous savez ce qui se passe, ça change tout. Et très souvent, quand on parle justement de ces problématiques de productivité, même de bande passante, Internet, ça rame, ça vous parle? On est en 2015 quand même, il y a énormément de clients qui nous disent Internet, ça rame, c'est quand même merveilleux. Et bien, quand on va être capable effectivement de dire très exactement ce qui se passe en termes de productivité de bande passante, la charte derrière va être extrêmement simple, enfin pas simple, mais beaucoup plus limpide. Et vous entendez sur celui qui vous dit ça, la radio, il n'y a pas de poste radio, vous entendez la radio. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses, RTL2. Donc on a ici, avec les SDI, essayé de synthétiser les 5 grands classiques qu'on rencontre aussi bien dans des TPE que des PME, voire des entreprises de taille intermédiaire. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, c'est que tout ce qu'on va voir ici en termes de moyens à mettre en œuvre, c'est des solutions qui sont extrêmement réalistes, y compris pour des très petites sociétés qui ont 5 ou 6 postes. C'est ça, je trouve, qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir la capacité de mettre en place des technologies qui finalement sont assez pointues, mais qui sont devenues extrêmement abordables pour les TPE, tout simplement parce que les gens qui vont gérer ça pour vous, c'est leur métier, ils font que ça toute l'année, et vous, en tant que client, vous allez pouvoir tranquillement vous concentrer sur votre métier, qui n'est certainement pas celui de la sécurité. Donc c'est ça, moi, que je trouve intéressant, c'est de voir justement, encore une fois, d'une manière très pragmatique, comment tout cela est mis en œuvre. Donc le premier constat qu'on fait, évidemment, et je viens d'en parler juste avant, c'est qu'on a tous un fil à la patte. Un ordinateur portable, un BlackBerry, enfin je crois que c'est un peu terminé maintenant BlackBerry, mais un iPhone, un iPhone, un Android, etc. Et on s'est tous retrouvés à son domicile un vendredi soir à faire un mail professionnel. Il faut reconnaître qu'effectivement c'est extrêmement pratique, on gagne en productivité, même quand on a un salarié qui est en déplacement et qui continue à bosser de l'hôtel, il faut reconnaître que c'est quand même plutôt intéressant pour l'employeur. Le problème naturellement, c'est que la réciproque est vraie. Vous avez de plus en plus de salariés, pour le coup, qui quand ils sont au bureau, se croient un petit peu chez eux. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont dans des collectivités? Personne dans des mairies ou autres? Je vais pouvoir y aller franchement alors. Mais il y a un sujet qui est absolument remarquable, c'est celui de la pause. C'est mon temps de pause, je fais ce que je veux. Bah non, tu fais pas ce que tu veux, parce que c'est pas ton accès à Internet, c'est pas ton ordinateur. Et effectivement, l'employeur est responsable de l'agissement de ses salariés. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même particulièrement compliqué. Deuxième constat, c'est qu'effectivement, la bande passante, en, on va dire 15 ans, a augmenté comme jamais. Certains d'entre vous se souviennent peut-être des lignes spécialisées qu'on payait il y a 10 ou 15 ans. Vous savez, les LS à 64
kilooctets. 64 kilooctets, 2 mégas, 4 mégas. Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et le parallèle qu'on fait souvent, c'est celui du stockage. Encore une fois, il y a 10 ou 15 ans, on avait quelques gigas qui se couraient après. Aujourd'hui, on a plein de terras, que ce soit au bureau et à la maison, et pourtant, il n'y en a jamais assez. Avec d'ailleurs un détail assez croustillant, c'est que un responsable informatique me disait dernièrement que ses salariés amenaient maintenant leurs iPhones au bureau, installaient iTunes sur leur poste de travail pour y sauvegarder leurs photos. Parce qu'ils savaient que l'entreprise sauvegardait les postes, et du coup, ils savaient que leurs photos étaient sauvegardées. Pas mal quand même, non? Donc vous voyez que si on ne s'intéresse pas au comportement des salariés, si on ne met pas à jour sa charte informatique typiquement tous les 18 mois, forcément, on passe à côté. Autre exemple, celui de Snapchat. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Snapchat. Moi, beaucoup, j'ai un ado qui a 14 ans à la maison, donc je vois exactement de quoi il est question. Snapchat, il y a 18 mois, personne ne connaissait. Donc si on n'a pas la capacité finalement de faire évoluer cette charte pour qu'elle s'aligne bien avec justement les nouveaux usages d'Internet, forcément ça devient obsolète. D'accord ? Donc par rapport à la bande passante, figurez-vous que c'est pour nous le meilleur moyen d'accélérer un projet finalement de sécurité informatique. Parce qu'aujourd'hui, un accès Internet en entreprise qui tousse, entre guillemets, eh bien c'est des salariés qui ne peuvent plus produire. Vous êtes devenus quelque part tous dépendants d'applications externalisées, par exemple de comptabilité. Vous savez, le fameux cloud, le SaaS, dont on nous rabat les oreilles depuis 10 ans. Aujourd'hui, on l'utilise finalement sans s'en rendre compte. Ce qui veut dire que dans une entreprise, un accès Internet qui est ralenti ou encore pire, qui ne fonctionne plus, ça devient rapidement catastrophique. Donc si on ne se donne pas les moyens de cadrer aussi ce qui se passe en termes de bande passante, on met sa productivité, voire sa production en danger. Exemple, je vais charger les mairies, je crois, ce soir. On fait beaucoup d'audits, non pas de sécurité, parce que pour une TPE ou une PME, payer un audit de sécurité, c'est un non-sens. Personne n'a 30 000 € à mettre dans un audit de sécurité. Et surtout, le livrable de 200 pages qu'on va vous remettre, ça va intéresser qui? Le mec, il a écrit éventuellement. Donc ce qu'on fait, ce n'est pas des audits de sécurité, c'est des audits d'accès Internet. Comment ça se passe concrètement? On vient chez vous, on vous place une petite boîte rouge qui est simplement en écoute sur l'accès Internet. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en coupure de quelque chose, on se met juste ce qu'on appelle en mirroring sur le port Internet. Donc on regarde et on laisse vivre le truc pendant une semaine ou deux, si possible avec une fin de mois. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont des activités cycliques. Donc avec la fin de mois, on regarde ce qui se passe aussi au niveau de la bande passante. Et là, je peux vous garantir que une fois sur deux, en général, on tombe de sa chaise. Donc exemple dans les mairies, devinez ce qui coûte plus de 60% de la bande passante dans quasiment toutes les mairies. Exactement. Donc monsieur est mon cousin, en fait, je vais donner la réponse tout à l'heure. Alors bien joué, parce que souvent on nous dit Facebook. Alors cela dit, Facebook devient de plus en plus gourmand pour une raison très bête. Vous avez probablement remarqué qu'il y a des vidéos maintenant dans Facebook. Vous avez remarqué, non? Il y a un an, il n'y avait quasiment pas de vidéos dans Facebook, c'était que du texte, donc ça ne coûtait pas grand-chose ou des photos. Aujourd'hui, il y a énormément de vidéos, de gens qui font des relais de vidéos que vous regardez directement dans YouTube. Dans Facebook. Alors pourquoi ça coûte YouTube dans une entreprise? Parce que notamment, les jeunes aujourd'hui, quand ils écoutent de la musique, ils font comment? Ils vont pas comme nous sur RFM ou BFM TV ou je sais pas quoi. Ils vont sur YouTube parce qu'ils ont des playlists. Et dans leur playlist sur YouTube, il y a quoi? Il y a des vidéos en haute définition. Donc là, c'est beau quand même. On a des gens qui vont écouter de la musique et qui vont faire transiter des vidéos en haute définition, donc ils vont vous éclater la bande passante, clairement, alors qu'en fait, ils ne regardent même pas les vidéos. Donc ça, c'est un exemple parfait d'usage inapproprié, mais sans avoir nécessairement un salarié malveillant. Vous voyez, c'est ça qui est remarquable, c'est qu'à partir du moment où on a la visibilité sur ce genre de comportement, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas taper sur les gens, ça ne sert à rien de taper sur les gens. De tout bloquer, ça rime à rien en général et on se crée plus de problèmes qu'autre chose. On va avoir une action carrément pédagogique avec ces gens-là en leur disant « Tu peux écouter de la musique, c'est toléré par ton chef de service, mais ne le fais pas effectivement avec des vidéos en haute définition sur YouTube, fais-le via un Deezer, un Spotify, où on va aussi et surtout, on le verra tout à l'heure, mettre en place des solutions technologiques qui permettront de tolérer l'usage de YouTube dans votre entreprise, mais on va le cantonner à 20% de la bande passante. » Ce qui veut dire que quand le lecteur YouTube il va aller sur Internet, il va se rendre compte qu'il n'a pas les moyens de passer de la HD. Donc mécaniquement, il va rester en simple définition. Vous voyez, ça c'est un exemple parfait de solution réaliste technique qui permet de cadrer sans créer de la régression et de la frustration. Parce qu'aujourd'hui, dans une entreprise, quand vous bloquez Facebook, YouTube,
Le Bon Coin, vous passez pourquoi pour une société des années 70. Moi, j'ai un expert comptable qui m'a dit « Je n'arrive pas à recruter des jeunes salariés parce que j'ai tout blindé. » Et les jeunes, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils se disent « C'est quoi cette boîte qui a un mur sur Facebook et qui a tout interdit en interne ?» Je veux dire, à un moment donné, justement, la charte doit aussi être le reflet de la culture de l'entreprise. Dans une boîte de com, on n'aura pas les mêmes contraintes que chez un sous-traitant de l'armement, c'est évident. C'est pour ça que la charte peut certainement pas être générique. Donc sur la problématique de bande passante, qu'est-ce qu'on va faire avec ESDI? Eh bien, si vous êtes ravitaillé par les corbeaux à 4 km du DSLAM Orange, eh bien, au lieu d'en mettre une de ligne ADSL, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va mettre une deuxième, ou voire une troisième, voire de la 4G en tolérance de panne. Et ça, à 30 € le bout, c'est extrêmement réaliste comme solution, vous voyez? Parce que qu'est-ce qu'on est obligé de faire, en général, quand on constate qu'on a un problème de tuyau? Eh bien, on double le débit. Doubler le débit, ça veut dire doubler l'ardoise. Donc ça, c'est un bon business, hein. Personne ne travaille chez Orange. C'est un bon business pour Orange. Non, pour ESDI aussi, on est télécom. C'est vrai. Mais au lieu de doubler le tuyau, finalement, si on est capable de regarder ce qui s'y passe, de cantonner YouTube à 20% de la bande passante, et de délester, entre guillemets, tout ce qui n'est pas professionnel sur une deuxième ligne, et en plus, ça vous fait une tolérance de panne, tout le monde s'y retrouve. D'accord? Donc là, ce qui est tout à fait remarquable, je crois, c'est que sans parler de sécurité, parce que c'est très rébarbatif quand même la sécurité informatique pour une TPE-PME, nous, le défaut qu'on a en tant qu'éditeur de solutions de sécurité, c'est que on va vous parler d'une nouvelle faille qu'on a découverte dans une centrale nucléaire au fin fond de la Chine. Je dis, putain, mais moi je suis une TPE, mais de quoi tu me parles? Alors que là, effectivement, quand on vous dit que ça rame parce que vous êtes trop loin du truc, ça arrive à tout le monde, quoi. D'accord? Bande passante. Troisième constat, c'est que Internet, forcément, est le vecteur numéro 1 en termes de menaces. Et par rapport à ça, beaucoup de clients, justement, s'étaient dit, OK, puisqu'Internet, ça peut être un levier par rapport à ce code malveillant, je vais bloquer tous les sites web de mauvaise réputation et je vais être tranquille. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les clients? Ils se sont dit, OK, tous les sites de téléchargement illicite, les sites un peu tordus, les points RU ou les je sais pas quoi, hop, je vais les sortir. Et pourtant, ces gens-là, au bout de quelques semaines, ils se sont rendus compte qu'ils recevaient quand même des attaques. Comment c'est possible? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous donner un chiffre pour expliquer ça. Il faut savoir qu'il y a plus de 15% des sites web dans le monde, donc c'est énorme. 15%, c'est des millions de sites web qui tournent sur deux plateformes, qui sont d'excellentes plateformes, WordPress et Joomla. Je ne sais pas si vous avez entendu parler par hasard de ces plateformes, très grand public. Il se trouve que, comme dans tous les logiciels du monde, il y a des failles. Donc le jeu, c'est quoi? Il y a une faille, elle est identifiée, il y a un correctif. Et là, il y a une fenêtre entre le moment où la faille a été découverte, le correctif est publié. Donc ceux d'entre vous qui s'amusent à mettre les correctifs Windows, il y a 3 semaines, je crois que vous en avez pris 17 dans les dents. Et il y a notamment des failles qui étaient connues depuis plusieurs mois. Et donc il peut y avoir une fenêtre qui dure un jour, une semaine ou plusieurs mois, où des gens qui ont installé des sites web WordPress, dont leur métier n'est certainement pas celui de la sécurité, et finalement, le correctif, il ne va jamais arriver sur la plateforme. Et je crois d'ailleurs, il y a 2 jours, qu'il y a eu une annonce, en particulier sur WordPress. Le FBI donc, a relayé l'information. Énormément de sites dans le monde sur WordPress sont faits à cause de plugins, hein. Donc pas WordPress lui-même, d'ajouts de fonctionnalités que vous mettez en place. Donc c'est aussi très important de choisir les plugins qu'on met en place et de ne pas les laisser si vous n'avez pas besoin. Donc WordPress, ça permet pour ceux qui ne connaissent pas de créer son propre site, son propre blog. Et c'est vraiment très facile d'usage. C'est joli, c'est beau, ouais. Par contre, c'est un vrai travail. Donc, il y a eu énormément de sites piratés, de changements de page. Donc, on ne peut pas forcément tout le temps l'empêcher, mais il faut essayer de prendre des précautions pour diminuer la portée de l'attaque. Ça veut dire quoi en synthèse? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de bloquer les sites web de mauvaise réputation. Il faut avoir la capacité, finalement, d'analyser tout ce qui rentre et tout ce qui sort d'Internet. C'est le seul moyen, finalement, de garantir qu'il n'y a pas des cochonneries qui vont rentrer, voire sortir. Alors, petite parenthèse, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de CryptoLocker, CTB Locker? Un seul? Non, ransomware. Exactement. Alors, il y a un an, quand on parlait de ça, on passait pour des extraterrestres, littéralement. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu extrêmement visible sur le marché français, à mon avis d'ailleurs pour une raison en particulier. Donc c'est en fait, en résumé, et je reviendrai de façon tout à l'heure, mais c'est des virus de nouvelle génération qui sont capables de passer au travers des antivirus traditionnels. Et ce qui fait, à mon avis,
aujourd'hui que énormément de TPE et de PME sont ciblés, c'est qu'il y a des gens en France qui louent ces réseaux, qui sont des réseaux mafieux, hein, quelque part. Je crois que ça coûte dans les 3 000 $. Et après, tout ce qui est rançonné est pour eux. Ce qui fait qu'il y en a une qui a énormément marché, je crois, il y a 2 mois. C'est une fausse facture d'auto-entrepreneur. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, celle-là, j'espère que non. Mais donc, un hacker en Ukraine, il sait pas ce que c'est un auto-entrepreneur. Vous voyez ? Donc là, on a des gens localement qui ont des bases qui sont extrêmement bien ciblées et qui, justement, sur l'humain, vont pouvoir travailler avec des mails qui sont incroyablement bien réalisés. D'accord ? Et puis, pour revenir sur ce que tu dis, par exemple, une attaque veut dire je sais pas faire. Je sais pas si tu as entendu à Noël, parce que ça fait du bruit pendant les vacances scolaires, Microsoft avec la Xbox en ligne, Sony pour le PlayStation se sont fait hacker leur réseau et plus personne ne pouvait jouer en réseau. Si vous avez des enfants à la maison pour les vacances scolaires, vous en avez entendu parler. Ça fait un peu de bruit. Cette plateforme qui a attaqué, c'est des petits jeunes qui ont fait ça, ils l'ont mis en mode cloud. C'est-à-dire que vous pouvez le louer pour 50 € pour attaquer quelqu'un. Hein, en Bitcoin ou en PayPal, donc complètement de manière anonyme. J'y reviendrai de toute façon juste après. Et ça, c'est de toute façon important parce qu'on voit que les TPE et les PME sont devenus des cibles de choix aussi pour ces gens-là. Pourquoi ? Parce que quand vous escroquez à hauteur de 500 €, 99% des sociétés en France, au final, ça fait énormément d'argent. On estime que c'est des gens qui ont fait 20 millions de profits l'année dernière. Donc on parle vraiment d'organisation mafieuse. Donc la bonne nouvelle, vous le verrez, c'est qu'il y a effectivement des solutions très réalistes à mettre en œuvre pour vous protéger à minima de ce genre de choses. Quatrième constat, c'est un de mes préférés. J'ai déjà parlé de Game of Thrones, mais il y en a tellement d'autres. Le téléchargement illicite est devenu un sport national en France. Et beaucoup de gens nous ont dit, ouais mais attendez, c'est mon problème, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Mais on verra tout à l'heure que beaucoup de salariés aujourd'hui le font du bureau. Et il y a plein de gens qui me disent, oh mais de toute façon, ça gêne personne, je le fais entre midi et 2. Alors le droit d'auteur existe aussi entre midi et 2, je crois que c'est une certitude. Et on a eu un exemple merveilleux par rapport à ça, c'était un client qui n'arrivait pas à terminer ses sauvegardes externalisées. Ça c'est une très bonne idée, hein, les sauvegardes externalisées, on y reviendra tout à l'heure, mais du coup il a commandé un audit de son accès internet pour savoir ce qui s'y passait. Donc on met une boîte rouge, on laisse tourner, et là tenez-vous bien, c'est un salarié le soir qui partait du bureau en laissant sa machine allumée. Donc il prenait le soin quand même d'étendre l'écran, hein, que ça se voit pas trop. Et là, de chez lui, il prenait la main au bureau avec un outil qui s'appelle LogMeIn, que vous connaissez probablement. Il y en a plein d'autres, hein, des TeamViewer. D'ailleurs, merci pour ces outils. Hein. Je sais pas, moi, j'ai ma mère qui m'appelle des fois pour des problèmes Word. Je perds 2 kilos. Et depuis qu'il y a TeamViewer, effectivement, vous voyez, j'ai pris du poids. Et donc, à distance, pendant toute la nuit, télécharger des séries intégrales, des Blu-ray RIP qui pèsent à ce qu'on m'a dit, hein, télécharger c'est mal, qui pèsent 46 gigas. Donc là, non seulement il éclatait le débit descendant, mais comme évidemment il faisait ça en utilisant un protocole qu'on appelle uTorrent, tout ce qui descendait, il le partageait avec la terre entière. Donc là, au niveau de la responsabilité de l'employeur, je vous laisse imaginer. Ça, c'est plus de la science-fiction. Tout le monde sait à peu près ce qu'est un uTorrent ou un zone-téléchargement.com ou autre. Donc quand je parle de sport national, je vous donnerai d'autres chiffres qui sont absolument croustillants. Et cinquième constat, c'est qu'effectivement, des salariés confondent aussi vie pro et vie perso avec l'email de l'entreprise. Et là, il y a votre nom de domaine, et ça peut, en termes de réputation, avoir des conséquences extrêmement fâcheuses. Donc vous voyez qu'ici, on n'est pas en train de délirer sur des nouvelles menaces qui peut-être un jour arriveront. On y est déjà, et souvent on y est déjà jusqu'au cou. Donc voyons justement comment on va pouvoir vous accompagner avec, encore une fois, des solutions extrêmement pragmatiques pour cadrer tout ça. Alors, ce qui est remarquable, c'est que l'objection numéro 1 qu'on prend, c'est « Oui, mais je ne vous ai pas attendu, monsieur Poggi, j'ai déjà un antivirus. » Et c'est bien d'avoir déjà un antivirus, surtout quand il est à jour. Je peux vous garantir qu'en 2015, c'est déjà pas gagné. Sauf que, et on va le voir très concrètement, avoir un antivirus, ça reste totalement indispensable, mais c'est malheureusement devenu totalement insuffisant. On a tous les jours en ce moment des clients qui nous appellent quasiment en pleurant au téléphone en me disant « Je suis en train de me faire rançonner ». On a eu un expert comptable il y a quelques semaines qui a dû fermer boutique parce qu'il s'est fait chiffrer toutes les feuilles de paye de ses clients. Là, c'est une catastrophe totale. En plus, il avait une sauvegarde en local sur un NAS qu'il avait acheté à la FNAC. NAS, enfin, sans rentrer dans les détails, de son poste, en fait, il avait accès au disque dur réseau via une lettre de lecteur. C'était un G2 points, ce genre de choses. Sauf que le virus, quand il est sur le poste, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tous les lecteurs qui sont à sa dispo et il chiffre tout. Donc ce client s'était retrouvé avec une sauvegarde chiffrée. Donc pour lui, c'était une catastrophe. Il a payé
et il n'a jamais pu récupérer ces fichiers. Bien comprendre. Oui. Qu'est-ce que vous appelez une sauvegarde chiffrée? Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans cet exemple-là, en fait, le client avait répliqué ses données sur un stockage réseau, donc il avait les données originales et une réplique, donc ce qu'il estimait être une sauvegarde, sauf que le virus a crypté les données en local, mais aussi les données qui servaient de backup chez le client. Mais maintenant, on sait récupérer la clé privée des fichiers. Absolument pas. Non, non, non. Non. Alors, non, surtout pas, et je vais vous dire pourquoi juste après. Petit teaser, mais pas trop. Ah non, mais alors, l'ai fait sur des fichiers qui avaient été encryptés par CryptoLocker. Par CryptoWall. Par CryptoLocker, effectivement, qui a été démonté l'été dernier. Ouais. Mais j'y reviendrai. Ouais. Mais c'est souvent bien après. Alors, non, mais voilà. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que, à cause de ce qui a été dit dans la presse, injustement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est pas grave si je me fais chiffrer mes données, maintenant je peux les déchiffrer. Mais c'est faux. C'est faux parce que ce qui a fait très mal en France, c'est des variantes aujourd'hui qui s'appellent CTB Locker, notamment, qui n'ont rien à voir avec ce qui a été démonté l'été dernier. Des clés plus difficiles. RSA 4096, donc c'est incassable. C'est incassable. Et les premières ont été cassées. Absolument, sauf que le lendemain, il y avait 4 nouvelles variantes qui étaient impossibles à déchiffrer. C'est ça, si vous voulez, le problème. Et donc, il y a beaucoup de clients comme ça qui se sont dit, bon, ça y est, c'est mort, CryptoLocker, sauf que dès le lendemain, il y a une nouvelle variante qui s'est appelée CryptoWall, et là, c'était reparti pour un tour. Mais j'y reviendrai de toute façon, parce que c'est un sujet qui est important. L'humain, on l'a déjà dit, est quand même le centre de tout ça, parce que c'est quand même très souvent des gens au bureau qui ont des comportements déviants qui finissent par ramener une cochonnerie. Donc, si on a une visibilité en amont, qui permet justement de prévenir des comportements un petit peu déviants, dans la plupart des cas, on évite justement de s'en prendre une. Et c'est là justement que l'outil de visibilité est tout à fait indispensable. Un chiffre par rapport à ce que je disais sur le téléchargement illicite, il y a eu en France plus de 2 millions d'internautes qui se sont fait prendre la main dans le sac en train de télécharger illicitement. Pas 10 000, pas 20 000, hein. 2 millions. Qui dans son entourage a reçu ou personnellement un Adopi? La question. Moi j'en connais autour de moi plein qui ont reçu Adobe. Alors j'adore ça, c'est... Non, c'est pas moi, c'est ma femme qui a pris Desperate Housewives. On a tous un alibi en or. On a tous un alibi. Non, je plaisante. Il a mal choisi son film. C'est la faute du que fait le commun des mortels? Il se prend sa recommandation Adobe, donc qui est une énorme blague, hein, ça a fait rire beaucoup de monde, mais quand même ça calme un peu. Quoi. Il dit, bon, si je continue à le faire de chez moi, ça va se voir, donc je vais le faire du bureau. C'est beau quand même, non? Je peux vous garantir que sur 2 millions, il y en a quelques-uns qui y ont pensé. Surtout qu'au bureau, vous êtes noyé dans la masse, vous laissez votre bécane allumée le soir tranquillement, hop, vous revenez avec un login, c'est open bar. Les jeunes générations, elles ont de toute façon cette logique open bar dans la tête. Il y a même des gens qui m'ont quand même dit, oui, mais de toute façon, je paye un abonnement chez Up2Box ou RapidShare et je ne sais pas quoi, donc c'est légal, je paye, donc c'est légal. Mais non, pas du tout. Il ne faut pas oublier que d'ici 2020, l'essentiel de la masse salariale, ce sera qui? La fameuse génération Y. Moi, quand je vois mon gamin de 14 ans, quand il touche pas YouTube pendant 10 minutes, mais il devient tout vert. Oui, il y a un vrai problème de dépendance, hein, je trouve, aujourd'hui par rapport à ça. Évidemment, comme on vit une époque formidable, on a des journaux non techniques comme Les Échos, le Nouvel Obs, qui ont fait des doubles pages, non plus sur ce qu'était l'Adobe, parce que ça saoulait tout le monde, mais sur comment contourner. Là, bien, parce qu'on a éduqué les gens non techniques à masquer leur flux, avec des outils extrêmement sophistiqués comme celui-ci. Sauf qu'Ultrasurf, ce n'est pas un outil de hack, ce n'est pas un outil de téléchargement illicite, c'est un outil d'anonymisation. Il ne faut quand même pas oublier de quoi on parle. Internet. Internet par essence, c'est un espace de liberté. Il y a eu d'ailleurs énormément de débats par rapport à ça. Donc déjà, faire rentrer un espace de liberté dans le monde de l'entreprise qui sous-entend pouvoir de direction et réglementation, déjà le postulat n'était quand même pas franchement évident. Sauf que ce genre d'outil, dans la perspective de la glande au bureau, c'est une merveille. Qu'est-ce que ça fait un Ultrasurf? Eh bien, l'Ultrasurf, c'est un simple exécutable qui n'a même pas besoin de s'installer sur le poste. Hein. Donc si vous avez blindé vos clés de registre, les DLL, dommage pour vous, il n'a pas besoin de s'installer en tant que tel, il a juste besoin de s'exécuter. Donc lui, il fait quoi? Il va passer sur des ports ouverts sur le poste, il y en a forcément. Il va aller voir le pare-feu, donc il faut savoir qu'en France, plus de 90% des pare-feux sont ce qu'on appelle des pare-feux d'ancienne génération. C'est des pare-feux qui sont simplement capables de travailler sur ce qu'on appelle des ports et des protocoles. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ça, mais en gros, l'Ultrasurf, il arrive devant le pare-feu à l'ancienne et il lui dit « Ne t'inquiète pas, je suis chiffré, fais-moi confiance ». C'est ce qu'on appelle le port 443. Vous savez, quand vous êtes en HTTPS, c'est que vous êtes chiffré. Et donc le pare-feu, il fait quoi? Il dit « Mais si tu es chiffré,
vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, avec un outil aussi basique que celui-ci, on peut endormir aujourd'hui plus de 90% des pare-feux du marché français. Donc, depuis 5 ans, on a des pare-feux de nouvelle génération qui sont capables d'ouvrir le flux chiffré pour regarder à l'intérieur s'il n'y a pas des choses éventuellement déconnantes. Ce qui est légal. Donc, il y a tout un débat autour de ça. C'est ce qu'on appelle l'inspection HTTPS, qu'on fait par défaut sur l'ensemble de notre gamme. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a eu un document là-dessus qui est publié par l'ANSSI, donc qui est l'agence gouvernementale de sécurité, qui est extrêmement intéressante. Il y a eu d'ailleurs, il y a un mois de ça, un document carrément sur le ministère de l'Intérieur à propos de CryptoLocker, enfin des nouvelles variantes. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un phénomène de masse aujourd'hui. Mais là, pour décrypter le flux, il faut connaître la clé. On utilise en fait une technique qui s'appelle the man in the middle, l'homme du milieu. Ouais, mais s'il y a des clés certifiées. Alors, on pourra en parler plus en détail tout à l'heure parce que je vais saouler tout le monde en 2 minutes. Mais en gros, on se fait passer pour l'intermédiaire. Mais ça se fait très bien techniquement. Après, on a ce qu'on appelle des listes blanches pour ne pas le faire volontairement sur des sites bancaires ou des sites de ressources humaines. Donc, on sait traiter les exceptions. Mais aujourd'hui, si vous avez un pare-feu qui n'est pas capable d'inspecter le flux chiffré, vous ne verrez rien. Exemple, Dropbox, HTTPS, Gmail, HTTPS, Facebook, HTTPS. Tout est chiffré aujourd'hui. Donc il faut se donner les moyens de regarder aussi dans le flux chiffré. Quand on voit aussi les statistiques d'usage d'Internet, déjà en 2011, à l'époque, il y avait Party Poker qui était numéro 20. Et là, on est bien d'accord, on ne peut pas laisser les salariés jouer 5 heures par jour à Party Poker, sinon ils vont être meilleurs que nous. Ce qui est quand même inacceptable. Je plaisante un peu, mais on retrouve quoi ici? Amazon, Deezer.com, et à l'époque, Feu Mega Upload, qui était une plateforme très populaire de téléchargement ici, était déjà numéro 45. Alors que moi, à l'époque, j'étais encore persuadé que ceux qui téléchargeaient, c'était nous, c'était les gens de l'informatique. Mais c'est devenu un sport national, littéralement, depuis quelques années. On voit ici une chose qui est extrêmement importante, c'est que tous, à titre personnel, on utilise l'essentiel de ces sites au moins une fois par semaine. Et c'est là justement qu'à partir du moment où on met en place des solutions qui permettent de, justement, bien régler le curseur pour un usage raisonnable et ponctuel d'Internet, tout le monde s'y retrouve. Un salarié qui peut s'échapper, entre guillemets, 10 minutes ou un quart d'heure par jour parce qu'il a besoin de s'occuper de son train pour ses vacances, il sera d'autant plus productif derrière parce qu'il s'est libéré d'un truc qui lui prenait la tête, littéralement. D'accord ? Donc on verra quelles sont justement, dans cette perspective d'usage raisonnable et ponctuel, quelles sont les technologies qui vous permettent d'aller dans ce sens-là. Quelques chiffres aussi qui sont extrêmement intéressants. Facebook en France, c'est 28 millions d'utilisateurs actifs. Au secours. On a tous été dans un dîner où la moitié des gens qui étaient à table étaient en train de poster sur Facebook pour ceux qui n'avaient pas pu venir. Rassurez-moi, je ne suis pas le seul quand même. Le matin, on utilise quoi pour se lever? Son smartphone. Avant de mettre un pied en dehors du lit, on est quand même très nombreux à commencer à regarder ses mails. J'en vois qui lèvent les yeux là. Personne ne fait ça? À part moi. Bref, on a effectivement développé des habitudes à titre perso qui à un moment donné vont forcément arriver au niveau professionnel. Donc le surf au bureau, on l'a dit, ça doit rester possible, mais dans quelle mesure? Et surtout ce qui est remarquable, c'est qu'il y a du téléchargement illicite, il y a de la pornographie, mais c'est surréaliste. Notamment on fait des audits dans des mairies où les commissariats sont raccrochés, mais c'est la lune. Je vous avais dit qu'ils allaient prendre cher. T'as mis un peu aux gendarmes au passage. Ouais, c'est vrai. Les jeux en ligne, alors là par contre c'est extrêmement important comme sujet. Si je vous dis 2048 ou Candy Crush, très addictif. Voilà, donc il y a je crois aujourd'hui un vrai problème d'addiction. C'est comme effectivement le salarié qui dit gentiment, de toute façon c'est mon temps de pause, je me fais un petit party poker vite fait, j'en ai pour une demi-heure. La demi-heure c'est impossible. Autre exemple. Qu'est-ce qui est populaire dans la région Auchan Drive ou Leclerc Drive ou... Ce que tu veux. Il y a un peu de tout. Un peu de tout. Voilà. Le grand classique, c'est quoi? Chrono Drive pour ça. C'est qu'il est 16h, vous êtes au bureau. Vous vous dites quoi? Allez, il est 16h, vite fait, je vais me faire un petit caddie. Le vite fait, dans le monde de l'Internet, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous arrivez sur le site, il y a quoi? Il y a la petite promo, le truc qui vous prend par le bout du nez, tac tac, qui vous amène là, 3 quarts d'heure après, vous y êtes encore. Sans le faire nécessairement exprès, c'est ça qui est dingue. Je ne sais pas si certains d'entre vous, comme moi, sont fans d'information. Sur le net, entre les infos sportives, les news techno, etc., mais vous pouvez bouffer 1 heure par jour sans rien voir.
il y a un vrai problème effectivement d'addiction, d'où la nécessité, je crois, plus que jamais, de mettre un cadre effectivement au-dessus de tout ça. Le streaming, on l'a dit, qui peut être littéralement grave pour la bande passante, d'accord. Le commerce en ligne, où là il y a eu d'ailleurs des jurisprudences remarquables sur des salariés qui passaient 4 heures par jour à alimenter leur propre site de e-commerce. Ça c'était pas mal. Et d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais je crois que la première jurisprudence concernant la pornographie, donc là c'était 4 heures par jour, pas mal. C'est la première fois que ça a été jugé effectivement comme un motif de licenciement pour faute grave. Et les réseaux sociaux, où là il y a un vrai problème effectivement, mais vous allez voir qu'il y a des solutions par rapport à ça. Alors la première étape, qui est je crois tout à fait importante, c'est d'interdire explicitement des sites qui n'ont pas du tout leur place dans votre entreprise. Et là, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a seulement, on va dire, 4-5 ans, beaucoup de TPE ou de PME nous disaient ouvertement « Attendez, vous êtes gentil, M. Poggi, on est 5 ou 6 dans la boîte, il y a mon cousin, on se connaît tous, machin, donc c'est open, on ne bloquera jamais rien. » Et puis ces clients-là, aujourd'hui, nous disent « Il y a le stagiaire, le cousin de Janine, bah, lui, il faut voir ce qui se met entre midi et 2 sur Internet. » Et on se rend compte que surtout les gens qu'on pensait connaître depuis 20 ans, finalement, et ben au bureau, ils font n'importe quoi. On a eu d'ailleurs des cas un petit peu dramatiques, dans des hôpitaux d'ailleurs, où le DSI, à 3 mètres de lui, avait un espèce de taré qui passait 2 ou 3 heures par jour sur des sites complètement dingues, quoi. Donc on ne se rend pas compte. Ça veut dire que, à minima, en interdisant des sites qui n'ont absolument rien à faire dans votre entreprise, déjà, vous prouvez que vous faites un minimum, je dirais, par rapport justement à ce délit de négligence. Donc ça, il ne faut surtout pas s'en priver. C'est en plus très simple à mettre en œuvre, surtout pour ceux d'entre vous qui ont déjà des annuaires d'entreprise comme Active Directory ou autre, où on ne va pas réinventer la roue. Vous avez déjà des groupes, marketing, production, commerce, etc. Eh bien, selon les groupes, l'appartenance à des groupes, on pourra tolérer ou pas certaines catégories de sites. On a en plus des catégories qui sont extrêmement granulaires. Il y en a 130. SDI les manipule extrêmement bien, donc ils pourront vous accompagner justement sur la mise en place d'une politique de sécurité très simple, mais déjà très efficace. D'accord ? C'est juste quand on la met en place, il faut être conscient que dans les premiers temps, il y a de l'affinage à faire, donc c'est un peu perturbant. Il faut juste le prendre en compte. Voilà. Mais c'est quelque chose d'important, pourquoi ? Parce que quand vous avez le stagiaire, le petit malin du moment, qui est entre midi et 2 justement pour déconner avec les collègues, qui va faire un tour sur YouPorn ou Pornhub, et que là il se prend un gros message qui dit ce site ne fait pas partie de la politique de sécurité de l'entreprise, vous allez faire quoi? Vous allez communiquer. Et faire de la sécurité, c'est d'abord faire de la communication. Comme Maître Parole disait très bien tout à l'heure, si vous ne prenez pas le temps d'expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites à vos salariés, c'est le mur. On a même aujourd'hui des sessions qu'on organise à destination des salariés à propos des réseaux sociaux. On fait des petits déj avec eux ou des pizzas carrément. Eh bien, figurez-vous que les salariés ils courent parce qu'à titre perso, souvent, on est démunis avec ces gamins chez soi. Donc on a envie de savoir le pourquoi du comment, des dangers, des réseaux sociaux, etc. Et quand on explique qu'on met un cadre, pas pour emmerder les salariés, mais parce qu'effectivement ça a pris des proportions surréalistes, que ça emmerde tout le monde parce que ça rame comme jamais sur Internet, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a de l'adhésion. Alors que si on met en place bêtement des règles qui sont ultra bloquantes, et que pour le coup, on va passer derrière sa vie à gérer des exceptions, quand faire de la sécurité informatique, ça revient à gérer des exceptions 4 heures par jour, c'est que c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on cartonne notamment dans les collectivités, dans les mairies, dans les CG, etc. C'est parce qu'on a des solutions qui, par défaut, par essence, sont tolérantes. Et parce qu'on a de la visibilité, on peut recadrer comme ça au fil de l'eau. Et c'est ça, je crois, la bonne démarche à avoir aujourd'hui. C'est plutôt de laisser de la liberté pour justement la productivité, notamment vis-à-vis des jeunes générations, mais dès que ça dérape, on a l'information et on peut recadrer. Donc première étape, filtrage d'URL. Sauf que, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu insuffisant. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'applications, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais il y a aussi Skype. Skype, qui est quand même un outil très grand public, qui est une application chiffrée, par défaut. D'ailleurs, vous l'ouvrez, si vous le déchiffrez, c'est pas de l'HTTP à l'intérieur, c'est vraiment un protocole propriétaire. Eh bien, ça veut dire que si vous continuez à travailler comme il y a 20 ans sur des ports et des protocoles, on va effectivement, en termes de productivité, se mettre en danger. Je parlais de uTorrent pour le téléchargement illicite tout à l'heure. uTorrent, c'est pas un site web, c'est une application qui tourne sur le PC. Ça veut dire que si vous faites du filtrage d'URL, dans la plupart des cas, le système va se rendre compte de rien. Et donc, on va se mettre en danger aussi sur de la fuite de données.
pour prendre Skype, tu as marqué fuite de données, évasion de données. Skype était d'origine avec un backdoor. C'est quelque chose qui permettait à d'autres de revenir voir un peu ce qu'on faisait sur Internet, quand il a été créé. C'est un peu moins vrai maintenant. Donc il faut savoir que tous les pare-feux de nouvelle génération que SDI met en œuvre intègrent jusqu'à 2300 signatures. Et là, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? On va être capable de dire tous les logiciels de type Ultrasurf dont j'ai parlé tout à l'heure, dehors. Tous les logiciels de prise de main à distance, ça sera strictement réservé au groupe informatique. Et après, au niveau réseaux sociaux, etc., on pourra travailler de manière granulaire. Et c'est là que ça se passe aujourd'hui. Et c'est en ayant justement cette granularité au niveau applicatif qu'on va pouvoir adapter justement cette politique de sécurité en fonction de vos besoins, pas en fonction de ceux de vos voisins. Et on aura donc des catégories d'applications au même titre qu'on avait des catégories de sites web. D'accord ? Typiquement, la grosse catégorie à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est bypass proxy et tunnel. En résumé, pompe planquée dans l'entreprise. Si je bloque explicitement Ultrasurf dans ma politique de sécurité, le problème évidemment, c'est que des nouveaux Ultrasurf, il en sort tous les jours. Donc je ne vais pas passer, ou Xavier ne va pas passer 2 heures par jour chez tous ses clients en disant « Tenez les gars, il y a ça qui vient de sortir, je le rajoute dans la liste ». Vous pensez bien que les boîtiers justement, qui sont vendus d'ailleurs en général 3 ans avec tous les abonnements de sécurité, et ils se mettent à jour au fil de l'eau avec les signatures antivirales, les nouveaux sites web à bloquer et surtout les nouvelles applications à bloquer. Donc vous gardez à moyen et long terme une solution qui est pérenne parce qu'on va s'appuyer justement sur des catégories que nous au niveau international on va faire évoluer. On a plus d'1 million de clients dans le monde. Et ce qui est très important, c'est que quand on a un boîtier quelque part qui passe du temps à analyser un flux, qui se rende compte que ce flux est moisi, plein de spam ou autre, on a une autorité de réputation qui va permettre de dégrader le score. Et donc tous les autres boîtiers de manière collective, donc là on peut vraiment parler de cloud, vont en hériter. Donc vous gardez effectivement quelque chose qui tient la route à moyen et long terme. Et ça c'est affreux dans la sécurité parce que des fois vous avez des gens qui installent des solutions extrêmement intéressantes, techniquement, très complexes, mais qui au bout de 6 mois vont devenir obsolètes parce que personne s'en occupe. Ça c'est un grand classique dans les mairies. Tu as un gourou Linux de dingue qui arrive, il fait un truc de dingue, et au bout de 6 mois il se barre, et ben il part avec. Personne n'a la moindre idée de ce qu'il a fait. Autre point qui est extrêmement intéressant au niveau donc, des applications, c'est qu'on va avoir de la granularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Facebook ici, on pourra le tolérer pour le service marketing entre midi et 16h par exemple, mais dans Facebook, on peut interdire les jeux et les sites de rencontres. Vous voyez jusqu'où on peut aller au niveau applicatif, comme c'est intéressant. Et on peut faire une chose qui est fondamentale, je crois, par rapport à la charte, c'est qu'on peut mettre de l'eau dans son vin, entre guillemets. Parce que vous n'allez pas interdire bêtement Facebook. Vous allez le tolérer, mais le cadrer. Alors cela dit, il y a quand même des administrateurs réseau qui ont poussé le vice jusqu'à interdire de liker dans Facebook. C'est pas bien. On a même des admins, dans l'éducation c'est un classique, qui tolèrent le téléchargement illicite en peer-to-peer à l'ancienne, mais ça rame tellement en fait que les élèves arrêtent d'eux-mêmes. Moi je trouve ça pas mal. Vous voyez au niveau pédagogique, vous laissez faire, mais c'est tellement lent que les gens arrêtent. C'est vrai, c'est une autre façon de voir. Autre exemple avec Instagram, où on peut tolérer la publication sur Instagram, mais pas l'écriture. Ouais. Je vais essayer de conclure rapidement. Pour terminer, donc toujours cette notion de bande passante qui est fondamentale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ces catégories d'applications. Et bien ces catégories d'applications, on va pouvoir les utiliser justement pour dire tout ce qui est YouTube et équivalent. Parce que c'est ça qui est affreux, c'est que si vous interdisez YouTube demain, vous pensez bien que des équivalents de YouTube, il y en a une tonne. On a entendu parler d'ailleurs encore récemment de Dailymotion, la blague du moment avec Vivendi, je crois, au final. Donc des équivalents, il y en a une tonne. Donc un gamin qui ne peut pas aller sur YouTube, vous pensez bien qu'il va en trouver 4 autres derrière, ou des proxys ou je sais pas quoi. Et bien là, dans cette catégorie, on s'occupe justement pour vous de mettre tout ce qui peut ressembler à YouTube. Et quand on va le cantonner à 20% de la bande passante, forcément, les clients s'y retrouvent. L'été dernier, on a fait une campagne d'emailing à destination des PME et des TPE où on leur a parlé du Tour de France et de la Coupe du Monde de foot. On a cartonné, pourquoi? Parce que 100% des patrons de PME se rendaient bien compte qu'ils n'arrivaient plus à aller sur Internet parce que l'essentiel de la bande passante partait sur mytf1.fr. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que vous payiez des liens ADSL pour ça? Je ne pense pas. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on peut le tolérer, mais le cadrer. Et c'est ça, je trouve, qui change la donne et qui rend la solution particulièrement réaliste.
Une nouvelle fonctionnalité qui est extrêmement importante pour revenir au point que vous évoquiez tout à l'heure. Où est l'usage raisonnable et ponctuel dans l'entreprise? Eh bien, on est capable aujourd'hui de mettre en place des quotas, soit en temps, soit en volume. Et ce qui est, je crois, très intéressant, c'est de toute façon d'en mettre en place, même s'ils sont très élevés. Parce qu'il y a des cas où les gens, sans le faire exprès, vont éclater les compteurs, en laissant un téléchargement tourner toute la nuit ou ce genre de truc. Donc déjà, on va pouvoir les tacler. Mais je vous invite quand même à considérer ça, parce que, ouvertement, vous laissez un certain niveau de tolérance, mais vous le cadrez. Après, voilà, ça mérite d'être affiné par rapport à votre métier, etc. Vous voyez donc ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ou pas d'ailleurs. Hein. Et ce qui est important justement dans la démarche de SDI, c'est qu'on va pouvoir faire les choses dans l'ordre chez vous. Vous n'allez pas être obligé du jour au lendemain de faire du filtrage d'URL, du contrôle d'application, de l'IPS, pas du tout. On fait souvent d'ailleurs de l'accès distant pour la mobilité, sur macOS, Windows, iOS et Android. On met en place le filtrage d'URL pour commencer, et après, au fur et à mesure de vos besoins, on avance. Et ça, pour une TPE ou une PME, c'est essentiel. Parce que si vous devez tout faire du jour au lendemain, c'est impossible. Et c'est là qu'on va dans le mur. Donc on a cette capacité, alors on appelle ça modestement de la conduite du changement, mais à vraiment avancer avec vous à votre rythme. Et c'est ça, je crois, qui est extrêmement sur un budget, pour donner une idée de budget, parce qu'on parle de plein de fonctionnalités, on se dit ça coûte combien? C'est toujours le fond du problème. Hein. Le fond du problème. Il faut voir qu'on commence avec des solutions à partir de 29 € par mois. Matériel, maintenance, infogérance et mise à jour incluse. Donc voilà, ça reste abordable à des toutes petites PME. Donc si pour quelques dizaines d'euros par mois finalement, vous cadrez la productivité de vos salariés, vous réglez vos problèmes de bande passante, et vous avez 12 mois de log qui vous permettraient, à condition bien sûr d'avoir mis la charte qui va bien en même temps, d'avoir les preuves nécessaires et suffisantes pour les opposer à un salarié s'il y en avait besoin, pour quelques dizaines d'euros par mois, vous voyez que c'est pas déconnant. Et surtout, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on bloque? Bah rien. Et ça, c'est un défaut aussi qu'on a dans l'informatique, c'est que souvent, on fait table rase de l'existant en disant « Ouh, avant, c'était pas bien. Maintenant, ça va être tout bien. » Sauf que ça marche pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, apparaissent les casseroles dans l'informatique. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps d'identifier ces casseroles. Ce qui veut dire que 6 mois après, on est capable de vous dire « Voilà où on était, voilà où on est aujourd'hui. » Donc il y a un vrai plan de progrès. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et à partir de là, on sera capable avec vous de définir soit une politique de sécurité permissive, soit une politique restrictive qui va être parfaitement adaptée à vos besoins. La visibilité, je vous l'ai dit déjà 15 fois, mais est totalement essentielle. Le défaut qu'on a aussi en tant qu'éditeur de sécurité, c'est qu'on fait des trucs super complexes. Vous voyez, ça c'est intéressant pour nous, voire pour Xavier et ses équipes. Ça permet de voir qu'il y a des pics à 23 h, donc a priori c'est pas normal. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs chez moi il y a quelques jours. Bref. Une veille d'école, bien sûr. Ouais. Donc ça c'est pour les gens qui administrent vos boîtiers à distance, et ça c'est pour vous. Quand vous avez des rectangles ici, plus ou moins gros, avec marqué dessus BitTorrent, ou Le Bon Coin, ou Auchan Drive, vous allez pouvoir tirer sur le fil pour savoir derrière ce qui s'y passe. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Il faut savoir que de plus en plus, les gens qui signent les projets de sécurité informatique, non, on n'appelle plus ça d'ailleurs des projets de sécurité informatique, les gens qui décident, c'est les DRH, ou les DG, ou les DAF. Parce que le DAF, lui, quand il économise sur la fortune qu'il donnait pour une MPLS à Orange avant, c'est lui que ça intéresse. Quand on dit à la DRH, les sites de cul, tout ça, ça va pas être trop possible, forcément, c'est eux que ça va intéresser. Après même, il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle le shadow IT qui est très à la mode, c'est-à-dire que 10 à 15% des dépenses informatiques ne sont plus faites par l'informatique. Et là, on a un grand classique ici, c'est Apple Safari. Donc on va faire une soutenance chez le client, puis on dit, bah voilà monsieur, chez vous, il y a Apple Safari. Et là, le client dit, mais c'est pas possible. Chez moi, il n'y a que Internet Explorer, c'est obligatoire. Parce que j'ai une application métier, c'est validé, c'est carré, machin. Et là, hop, on tire sur le fil, on dit, ah, ben dis donc, le service marketing, il s'est mis un iMac 27 pouces sur ses propres budgets, j'étais même pas au courant. C'est beau, ça. Ou alors aussi, grand classique, c'est des équipes commerciales qui s'achètent des licences Salesforce. Personne n'est au courant. Parce qu'ils en ont marre d'attendre après le projet Corp, machin, patin couffin. Mais il dit, allez, 30 balles. Le cloud, tac tac, 30 balles. Sauf que le Salesforce, ça coûte en bande passante. En fuite de données, je vous raconte même pas. Parce qu'il y a un compte avec un mot de passe. Vous savez quel était le mot de passe le plus populaire en 2014 ? Tu triches. Et le deuxième, 4x0 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beau quand même, en 2014. Hein.
Donc on n'est pas rendu. Donc ça c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'avec ce genre d'outils de visibilité, vous allez pouvoir effectivement prendre des décisions. Et une politique de sécurité, nécessairement, ça doit s'adapter. D'accord? Vous voyez ici qu'on a le nom des salariés, le nom de session. Ne vous amusez surtout pas à publier ça à côté de la machine à café. Non, je plaisante, mais c'est sérieux. Ça nécessite obligatoirement une déclaration, non pas simplifiée, mais normale à la CNIL, mais c'est précieux comme information. Parce que quand vous regardez les tableaux de bord et que c'est marqué 192.168.1.24, pas terrible. Par contre, quand vous voyez que... Alors, ce qui est remarquable, prenons l'exemple d'Anna Parker. Là. Bon, là, en l'occurrence, elle a vraiment téléchargé, mais ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des fois des machines qui hébergent du code malveillant, qui font du téléchargement illicite, sans que le salarié ne soit au courant. C'est très subtil. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de regarder ce qui rentre, mais aussi de regarder ce qui sort. Est-ce que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont été ce qu'on appelle blacklistés parce qu'ils ont envoyé du spam à l'insu de leur plein gré? Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous n'en avez pas entendu parler? Pour s'en relever, ça prend du temps d'aller expliquer que c'est pas vous, machin. Ben ça, c'était un classique à une époque. On avait ce qu'on appelle des réseaux de machines zombies, qui étaient loués d'ailleurs. Et de votre réseau, à un moment donné, il y a 20 000 mails qui partaient. Et vous étiez cramé après chez Orange, parce qu'on vous prenait justement pour un spammer. Et bien là, grâce à ce genre d'outil de visibilité, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Et quand vous avez comme ça, chaque semaine, dans votre boîte aux lettres de lundi matin, un rapport au format PDF, qui est la synthèse de tout ça, où on vous dit quels sont les tops salariés, les tops applications, les tops catégories de sites web, les tops sites web, vous avez la visibilité. Et vous avez forcément fait 50% du chemin, c'est évident. Quand on part de rien, il y a tellement de possibilités que c'est impossible de faire mouche. Il y a trop de sujets à aborder dans une charte. Là, ce qui est très intéressant, c'est que déjà en termes de comportement, vous allez voir l'essentiel. Et encore une fois, l'humain est au centre de tout. C'est dommage, j'ai oublié de rajouter une photo où on voit une porte coupe-feu qui est grande ouverte, avec une méga pancarte dessus, laissez cette porte fermée, puis elle est grande ouverte, puis il y a un cendrier qui déborde à côté. Voilà, c'est l'humain. C'est ça l'informatique aussi. Donc ce tableau de bord est extrêmement intéressant. Sans rentrer dans les détails, on voit aussi ce qui se passe à l'intérieur du boîtier. Donc quand on affine les règles de sécurité avec vous, visiblement, vous voyez, on est capable d'intervenir sur la manière dont on va travailler avec vous. Je parle 2 minutes. Je suis désolé pour les acronymes, j'avais juré tout à l'heure pourtant, mais il y en a un qu'on nous sert depuis quelques années qui est le BYOD. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Bring Your Own Device. C'est les gens, notamment au comité de direction, qui viennent avec leur dernier MacBook Air, la classe américaine, bientôt le nouveau MacBook. Et puis on s'est dit, ah bah finalement, au lieu d'amener leur périphérique, leur device, les gens en fait surtout viennent avec leurs applications. Dropbox en entreprise, mais c'est une folie. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ou pas. Et j'ai ma femme qui travaille dans une banque, elle s'envoie des fichiers confidentiels sur Dropbox. Quoi. Et elle se partage ça avec des collègues et tout, enfin c'est une folie. Et elle s'envoie les mots de passe et tout via Gmail. Enfin en plus c'était top. Quelle banque? Dans une grande banque. Mais et sincèrement tout le monde fait ça. Enfin tout le monde fait ça. Dropbox est vraiment devenu un nom classique. On y met nos photos perso. Bah, donc après, hop, sur une banque, ils ont 2 ordinateurs, un connecté à Internet, l'autre pas connecté à Internet. Ils ont tous une clé USB, ils font toute la journée. C'est aussi une banque. On a des bornes Wi-Fi chez nous qui sont pilotées par le pare-feu. C'est-à-dire que les bornes Wi-Fi chez SDI sont nécessairement des bornes Wi-Fi sécurisées. Ça veut dire que la politique de sécurité que vous allez mettre en œuvre sera la même que le salarié soit sur une machine câblée, son ordinateur de bureau, ou son iPad, son MacBook, etc., etc. Ça veut dire que je vais au bureau avec ma propre machine, ok, mais avant d'accéder au Wi-Fi de l'entreprise, qu'est-ce que je donne? Mon compte et mon mot de passe. Quand je suis identifié avec mon compte et mon mot de passe, je vous le donne en 1000, j'hérite de la même politique de sécurité que si j'étais sur ma bécane de bureau. Donc pas du port, pas de partie poker, etc., etc. C'est exactement la même limonade. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet effectivement, vous voyez, plutôt que de laisser la tête dans le sable, justement, de composer avec ce phénomène qui n'est absolument pas un phénomène de mode. Il se vend plus de smartphones depuis 2011 que d'ordinateurs. Donc autant faire avec. On a en plus par défaut un portail web que vous pouvez laisser à quelqu'un à l'accueil qui n'a aucune compétence pour faire une chose très importante, donner des comptes Wi-Fi temporaires à vos invités. Aujourd'hui, vous recevez quelqu'un. Vous n'êtes pas capable de lui donner un accès Wi-Fi dans la salle de réunion, mais vous êtes un super loser. C'est comme à l'hôtel. Vous allez dans un hôtel, il n'y a pas de Wi-Fi, mais c'est pire que de ne pas avoir d'oreiller, quoi. On en est là aujourd'hui. Eh bien, chez WatchGuard, par défaut, on vous donne un portail
où en 3 clics littéralement, vous dites, tu me fais 8 comptes, avec des logins et des mots de passe qui sont générés temporairement, qui vont expirer dans 4 heures. Vous imprimez ça sur la pauvre imprimante qui est déjà à l'accueil, et c'est terminé. Et vous donnez un coupon à vos invités. Vous êtes le roi du pétrole. C'est une option qui... Non, je plaisante. C'est pas en option, c'est en standard. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la TPE et la PME, c'est notre cœur de cible. Au niveau international, on est le plus gros vendeur de pare-feu à destination des PME. Ça veut dire que si nos produits ne sont pas adaptés, notamment en termes de package, on ne vend pas. Ça veut dire que chez nous, il n'y a quasiment pas d'options. On parlait de macOS, iOS, Android et Windows en termes de mobilité. C'est par défaut. Idem pour ce portail. D'accord ? Voilà, donc je vais terminer rapidement. Fuite de données. Sur les bornes, vous avez aussi, on est un peu dans le juridique, vous avez, quand vous fournissez l'accès Internet à des invités, vous êtes considéré comme un opérateur télécom, comme Orange, donc vous avez des obligations légales qui sont remplies par Watch et par ASDI, c'est de conserver les logs. Hein, c'est la LCEN, etc. Mais voilà, donc. Ça c'est fait d'office, c'est pareil, c'est pas une option. Alors moi, ce qui me tue, c'est le nombre de sociétés qui ont des petits accès Internet planqués dans une salle, avec une borne Netgear qu'ils ont acheté à la Fnac, et le gars qui vient, il repart avec la clé WEP qui est la même depuis 10 ans. Quoi. Je crois qu'aujourd'hui, le Wi-Fi en entreprise mérite aussi d'être sécurisé. Ça paraît quand même tout à fait important. Donc, fuite de données, j'ai plus besoin d'une clé USB, honnêtement. Pour faire fuir de la donnée, ça sert à rien. Je prends le document, je me l'envoie sur mon Gmail ou mon Google Drive, j'en ai pour des gigas et des gigas, donc je ne vais pas me priver. Eh bien, sachez que sur nos boîtiers, quel que soit le modèle, hein, aussi bien un petit modèle avec un ticket d'entrée à quelques centaines d'euros que les gros modèles, bien sûr, on va être capable d'analyser plus de 35 formats de fichiers. Excel, PowerPoint, PDF, etc. Et on a plus de 200 règles par défaut qui vont permettre de dire, attention, si tu vois un fichier Excel qui contient des numéros de carte bleue, des numéros INSEE, des numéros de codes postaux, ou simplement des numéros de téléphone, à minima, tu me préviens, ou mieux, tu me tacles le fichier. Si tu vois un fichier d'un fichier chiffré, tu le tacles direct. On a comme ça des petits clients dans l'industrie. Demain, ils perdent leur propriété intellectuelle, ils sont morts. C'est simple. Eh bien, on est capable ici de dire, si tu vois des fichiers qui sortent avec ma marque ou mon brevet, tu le tacles. Voilà le genre de technologie lunaire, hein, il y a seulement quelques années pour cette TPE, parce que ça, qui pouvait se payer ce genre de truc? Les banquiers, les assureurs. Parce que ça coûtait 100 000 balles le bout, il fallait l'administrer 8 heures par jour. Aujourd'hui, on a su intégrer cette technologie justement dans un pare-feu multifonction parfaitement abordable. Avec donc des attributs spécifiques pour le marché français, codes postaux, numéro de téléphone, etc. etc. Ça va? Je termine sur CryptoLocker. Plus de 80% aujourd'hui des virus de nouvelle génération sont ce qu'on appelle polymorphes. Vous voyez qu'on a été très bon au marketing chez nous, avec Caméléon, polymorphe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un virus de nouvelle génération type CTB Locker, il passe devant un très bon antivirus, pourtant que ce soit un Kaspersky, un Trend ou un i7, etc. Et l'antivirus, il va être dans le vent. On a récupéré des souches en début d'année, ou l'été dernier, qu'on a envoyé sur un site qui s'appelle virustotal.com, que je vous invite à consulter. C'est la synthèse des 54 antivirus les plus populaires dans le monde. Donc il y a toutes les marques, il y a plein de marques dont j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Et là, ce qu'on lui fait, c'est qu'on lui soumet la nouvelle souche. Et bien, on a vu énormément de cas où il y avait un antivirus sur 54 au jour J qui était capable de détecter la nouvelle variante. 1 sur 54. Et tu as le nom de l'antivirus? Parce que moi je le connais, mais... Alors là, celui-là, il est absolument inconnu. Il est inconnu, il est chinois. Ouais, non, Ichak ou... voilà. Donc si vous connaissez... Donc ça veut dire qu'on sait le prouver aujourd'hui, les antivirus restent importants, restent indispensables, mais sont malheureusement devenus insuffisants. Alors la solution, CryptoLocker, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, tant mieux. À un moment donné, sur votre poste, vous vous retrouvez avec ça. Vous nous devez la somme de 500 € ou ce genre de truc. Alors les dernières variantes, c'est plus vous aviez de fichiers chiffrés, plus le montant était important. Et on a même eu un cas surréaliste d'un client qui n'avait plus assez de Bitcoin, parce que c'est une monnaie virtuelle, mais qui a un cours, qui est fluctuant. Et à un moment donné, le client, à cause du cours qui avait changé, il n'avait plus assez. Il a appelé la hotline. Ces gens-là ont une hotline. Et il a dû négocier pour avoir une remise. Et le client était tout content d'avoir une remise. Alors, on a des partenaires. $1, je crois. Ouais. on a des revendeurs, dont je tairai le nom, qui ont payé pour leurs clients, parce que c'est eux qui devaient assumer la sauvegarde aussi. Et la sauvegarde n'a pas fonctionné. Vous voyez, donc faites quand même très attention à ça. Donc voilà où on en est aujourd'hui.
sans rentrer dans les détails, ce que fait un antivirus quand il prend un fichier, il le découpe. Donc sans l'exécuter, il le regarde juste, il le découpe, il dit tiens, je vais te comparer à ma base de signature pour voir si je te connais. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui chez WatchGuard, c'est qu'on a des environnements postes de travail virtualisés qui ne sont pas chez vous, il n'y a rien à installer chez vous, c'est chez nous dans le cloud, et on va le faire tourner. Et en moins de 5 minutes, on va être capable de se rendre compte si effectivement c'est un code qui est en train de s'évader. Parce que ça, c'est une caractéristique qui est propre à ces virus de nouvelle génération, c'est que leur spécialité, c'est de se planquer. C'est pour ça qu'ils endorment la plupart des antivirus. Sauf qu'on a la chance d'utiliser une technologie qui est extrêmement pointue, qui fait ce qu'on appelle de l'émulation de code, où quand on a un exécutable qui va essayer de se planquer dans les fichiers d'amorce ou dans des fichiers système, on va pouvoir le toper. Donc je ne vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus, on en parlera pendant l'apéro. Voilà, donc en plus c'est très très simple à mettre en œuvre, aussi bien donc sur votre flux messagerie. Alors faites très attention aujourd'hui à ce qui rentre par le biais des mails. Il y a quelques années, ça venait essentiellement du web, les menaces. Depuis quelques mois, enfin depuis un an on va dire, il y a de plus en plus de menaces qui reviennent par le biais des mails. Il y en a une d'ailleurs qui m'a fait très mal en début d'année, c'était via des points .cab. Je ne sais pas si vous vous souvenez des fichiers .cab. Moi perso, depuis Windows 95, j'en avais jamais vu quoi. Sauf que chez WatchGuard, les points .cab, on les tue par défaut, parce qu'on estime que ça n'a rien à faire dans une messagerie. Donc il y a plein de clients qui ont vu arriver des fichiers .cab ou pire, des points SCR, des fichiers de mise en veille Windows, ils ont cliqué dessus, tiens, une mise en veille sympa, boum, CryptoLocker. Donc on va être capable effectivement d'analyser ça sur du flux HTTP, HTTPS et SMTP. Si l'antivirus n'est pas capable de détecter, hop, on envoie ça et on fait de l'émulation de code pour voir vraiment ce qui se passe. Ça, c'est les technos aujourd'hui qui sont accessibles au TPE-PME. Je crois que c'est ça la bonne nouvelle fondamentale. En termes de bonne pratique, donc on l'a dit, si vous cadrez, si vous évitez justement d'avoir des comportements déviants, parce que c'est très souvent par ces gens-là que le mal finit par rentrer, forcément vous réduisez drastiquement la probabilité d'intrusion. Si vous avez en plus donc la capacité d'avoir cette nouvelle génération de technologie, donc on appelle pompeusement du bac à sable, qu'on est un des seuls d'ailleurs vendeurs à savoir faire aujourd'hui, forcément c'est mieux. Et je crois que la clé de tout ça, ça reste la visibilité. Donc même si vous avez un boîtier qui est géré par un tierce, dont c'est le métier, vous aurez toujours accès à ces outils de visibilité. Prenez donc l'usage raisonnable et ponctuel d'Internet, je pense que c'est aujourd'hui devenu totalement indispensable. Informez les salariés évidemment aussi. Et par rapport aux sauvegardes, s'il vous plaît, prenez le temps de les tester. Parce qu'à une époque, on pensait qu'on sauvegardait, mais on n'était pas certain de pouvoir restaurer, ce qui est quand même assez important dans le process. Dans la sauvegarde, il y a un mot qui ne me paraît pas, c'est le restaurer. Une sauvegarde n'est valable que si elle est testée et restaurée. Je me souviens d'une époque où on avait les lecteurs, justement, vous savez, les problèmes d'azimutage à l'ancienne. On n'avait plus à restaurer des bandes, parce que le lecteur avait bougé. Aujourd'hui, c'est moins vrai, parce qu'il y a des nouvelles technologies, etc. Mais faites extrêmement attention, sans parler de plan de reprise d'activité de l'espace, au moins une fois par an, à prendre le temps de tester ces sauvegardes restauration. Okay, tout ça est très très bien, là, mais je vous garantis que quand vous avez fait ça, vous avez fait l'essentiel. Ne comptez pas sur nous d'ailleurs pour vous promettre du 100%. On n'est pas chez Mickey. Vous voyez, la menace, elle peut rentrer de n'importe où. On a eu l'exemple cette nuit avec TV5 Monde. On est face à des gens qui ont énormément de moyens. Et surtout par rapport à vous, par rapport au TPE-PME, on est face à des gens qui font énormément de pognon. Parce qu'à 500 € le bout, en tant que TPE-PME, vous dites, mais je ne vais pas aller à la gendarmerie, ça va me prendre des semaines, je vais les payer les 500 balles. Parce que déjà, j'ai 4 salariés qui ne bossent plus, donc autant payer. À 500 € le bout, vous n'allez pas entamer une procédure juridique qui, de toute façon, n'aboutira jamais, puisqu'effectivement, le truc, il va être noyé dans du réseau Tor ou des trucs ultra chiffrés de la mort, donc ça ne sert à rien. Donc ça, c'est de la bonne pratique, et c'est surtout des solutions réalistes en termes d'investissement et surtout de pérennité. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel. N'oublions pas que plus de 95% des failles sont encore une fois liées à celui qui se trouve entre la chaise et l'écran. Donc quand vous avez un boîtier multifonction qui gère l'essentiel, c'est-à-dire l'antivirus, la prévention de l'intrusion, le filtrage du REL, le contrôle d'application et donc la gestion des techniques d'évasion avancées, mécaniquement, vous réduisez la probabilité d'erreur. Mécaniquement. Voilà, donc le flux chiffré, j'en ai déjà parlé, c'est extrêmement important. Il faut avoir aujourd'hui la capacité d'analyser ce flux chiffré, à cause notamment d'outils comme Ultrasurf. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel. Merci pour votre temps. On est à votre disposition. Donc. Pour les questions devant impératif, à moins que vous ayez des questions, vous les poser de suite.
Mmh. Tout se passe au bas. Tout se passe au bas. Voilà. Avec notamment une question, est-ce qu'il faut la faire signer ou pas la charte? On n'y répond pas, on en reparle juste après. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, si vous pouvez me mettre vos coordonnées si elles y sont pas, ou si vous le souhaitez. Et le code CVV2 aussi. La carte de carte.